Alors nous avons le plaisir maintenant d'accueillir le docteur Joël Spirou de Vendômois, qui est médecin environnemental et responsable du diplôme universitaire de médecine environnementale et qui nous fait l'honneur d'être là pour nous parler d'alimentation, la pire ou la meilleure des choses. Eh bien, merci beaucoup. Je tiens à remercier d'abord l'URPS Franche-Comté de faire ce type de colloque et avant ça même, depuis 2014, en Franche-Comté, parce que ce sont des messages à passer. Alors, bon, moi je vais vous parler des choses qui fâchent, mais vous allez voir, c'est mine de rien, c'est fondamental, et puis je ferai peut-être quelques petites corrections par rapport aux interventions, si ça avance bien, là. Voilà, hop. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Non, non, c'est pas ça. Alors, attendez, on va y arriver. On va y arriver. Hop. Bon, alors, on passe. Bien. Écoutez, je vais m'inspirer un petit peu de l'histoire du monde pour vous parler de ça, et en particulier le Shenlong Ben Xiaoting en Chine, 2800 ans avant Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit décrit? Chaque plante a son mois de cueillette et de préparation qui lui est propre. La récolte dépend de la qualité de la terre. Ah, pardon, ben oui, mais d'accord. Mais c'est parce que je bouge tout le temps quand je parle. Sinon, je ne peux pas rester en place. Voilà, excusez-moi. Donc, déjà, rien que dans cette première chose, vous apercevez que la récolte, eh bien, il faut que la qualité de la terre soit riche. Et je vous montrerai tout à l'heure que la qualité des terres agricoles en production agricole intensive, eh bien, ce ne sont plus que des sols pauvres, ce sont des sols désertifiés. Et quand on a des sols désertifiés, on ne peut pas produire des plantes de qualité et des aliments de qualité. En plus de ça, un sol désertifié, vous allez dire j'attaque fort, hein, mais il faut y aller. Un sol désertifié va rendre les plantes plus facilement malades, et donc il va falloir les traiter. Et c'est l'arrivée à la fois des intrants, NPK, azote, phosphore, potasse, et puis aussi des traitements avec les pesticides, qui ne sont pas d'ailleurs des produits phytosanitaires, ce sont des pesticides. Il faut appeler un chat, c'est des produits qui sont faits pour tuer. Donc vous voyez que déjà, c'était plus ou moins prévu. Et puis Hippocrate, naturellement, l'aliment est ton premier médicament. Pour approfondir la médecine, il faut considérer d'abord les saisons, connaître la qualité des eaux, des vents, étudier les différents états des sols et le genre de vie des habitants. Bien, nous sommes les héritiers de la médecine hippocratique, mais ça nous est passé au-delà de la tête. Et puis, Sun Simiao, c'est en Chine le pape de la nutrition. Eh bien, voilà, 5e siècle, celui qui ne sait pas manger n'est pas capable de vivre, mais mieux que ça. Tout médecin qui veut savoir de quelle maladie son patient est atteint doit d'abord s'enquérir de ses habitudes alimentaires, ainsi il trouve souvent la cause des maladies. Et encore mieux, il traite celle-ci par un régime approprié, il ne fait appel aux médicaments et aux drogues que lorsque celui-ci s'avère inefficace. Donc vous voyez que déjà, on est très loin de ça dans notre médecine, parce que nous ne faisons pas de prévention, nous ne faisons que du soin, et c'est la grande faille de notre système médical actuel. Je n'insisterai pas. Alors, il y a un grand changement de paradigme, c'est la complexité du vivant. Alors vous voyez, là je vous ai mis des plantes, j'imagine que vous les connaissez toutes, mais ce n'est pas sûr. Eh bien, je peux vous dire que ces plantes-là, la digitale, la colchique, la manite tumouche et puis le bois gentil et une vipère, eh bien, jusque dans les années 60, il n'y a pas une maman qui aurait fait une salade avec ces produits-là, parce que de façon traditionnelle, on connaissait les produits qui étaient dangereux pour la santé. Mais regardez maintenant qu'est-ce qui se passe. Où est-ce que la flèche là-dessus? C'est ça peut-être? Oui. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans, je ne sais pas ce que ce petit bout de chou respire, on ne sait pas ce qu'il y a dans l'eau, on ne sait pas ce qu'il y a dans les fumées. Ça veut dire quoi? C'est que ce changement de paradigme fait qu'on n'est pas capable de se protéger de notre environnement. Alors qu'avant, de façon traditionnelle, eh bien, on savait très bien qu'il ne fallait pas, comment dirais-je, manger des produits toxiques comme ceux que je vous ai présentés. Entre deux, quand même, est apparu Pasteur, qui a découvert les bactéries. Celle-ci, c'est celle que vous connaissez, dont on a entendu parler, c'est le bacille botulique, mais bon, je ne vais pas insister là-dessus. Au demeurant, avant Pasteur, Fracastoro et von Leeuwenhoek, dès le XVIe siècle, avaient déjà
pressenti la notion de bactéries. Mais bref, on a fait de l'hygiène pasteurienne et le corps médical actuel est basé essentiellement sur l'hygiène pasteurienne. Et on a oublié que maintenant, il va falloir passer à l'hygiène chimique. Et ça, c'est le grand changement de paradigme, et j'espère qu'on finira par y arriver, mais ce n'est pas gagné. C'est pas gagné. Voilà, il y a trop de gens qui comptent les calories et pas assez qui comptent les pesticides. Vous voyez, hein, j'en rajoute un peu. Et voilà ce que je vous montre. D'un côté, une agriculture paysanne, de l'autre côté, une agriculture industrielle. Pourquoi je vous montre ça? Parce que c'est fondamental. On ne peut pas produire sain sur des sols pauvres. Je l'ai déjà dit, mais je le répète encore. Vous voyez d'un côté l'agriculture intensive. D'ailleurs, vous devez pouvoir remarquer que la couleur des terres, hein, n'est pas la même. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces terres-là, il n'y a plus de vie, il n'y a plus rien. Et vous avez vu les résultats encore dernièrement. Dès qu'il y a des trompes d'eau, eh bien, les sols s'en vont. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de complexe argilo-humique, hein, il n'y a plus d'humus dans les terres, il n'y a plus de vie dans les sols, et il n'y a plus de vie, donc c'est du désert. Et donc, plus c'est du désert, plus on traite. Et on nous fait croire que de l'élevage intensif comme ça, ou que de la culture hors sol, hein, de ce qu'on appelle la culture hydroponique, que dans des feutres, on fait passer de l'eau avec quelques produits, quelques oligo-éléments, quelques vitamines, etc. Et on pense que ça peut reconstituer un sol riche et un sol vivant. Ben, que nenni, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Donc vous voyez déjà, l'alimentation, eh ben, faut savoir ce qu'on cherche. Et surtout, ce qu'il faut manger pour pouvoir se maintenir en bonne santé. Donc j'espère que vous avez compris la différence entre les poules qui grignotent dans l'herbe. Voilà. Donc, on va continuer. Voilà. Ça, pourquoi je vous mets ça? Parce que j'ai été choqué à la sortie du premier plan national nutrition santé, 5 fruits et légumes par jour, si c'est plein de pesticides, hein, ou de cadmium, ou d'autres de métaux lourds, eh bien, ce n'est pas le bon plan. Ce n'est pas comme ça qu'on nourrit une population. Mais c'est aussi pour détendre l'atmosphère. Hein. Voilà. Alors, comment dirais-je? Alimentation, nutrition. Il faut déjà savoir ce que c'est que la nutrition. Parce qu'on en parle, hein, la nutrition, mais on ne sait pas ce que c'est. Hein. Bon, c'est l'ensemble des processus par lesquels un être vivant transforme les aliments. Et la nutrition, c'est une science pluridisciplinaire. On a oublié de travailler de façon pluridisciplinaire. Vous savez, on travaille secteur par secteur, la cardio, la pneumo, etc., comme si tout ça, c'était indépendant, mais pas du tout. Pour la petite histoire, vous avez vu que j'aime bien la Chine, parce que je suis allé souvent en Chine et j'ai travaillé en Chine sur d'autres domaines. Eh bien, vous savez que, je ne sais pas si vous savez comment on appelle les Français en Chine. Le français, c'est fa guozhen. Fa guozhen, et fa, c'est celui qui met dans des boîtes. C'est quand même curieux qu'on nous ait fait ça avant Descartes. Hein. On nous a toujours appelé comme ça, on met dans des boîtes. Et les Chinois, c'est zhong guozhen. Et zhong, c'est celui qui est au centre. Et donc, il y a une vision globale de ce qui se passe. Donc, vous voyez que rien qu'au point de vue cognitif, hein, eh bien, il y a du travail à faire pour comprendre. Alors, bref, pluridisciplinaire. Alors, c'est la physiologie de la nutrition qui traite de la façon dont l'organisme opère les transformations, c'est-à-dire les processus métaboliques, hein, c'est l'étude des rôles des macro, micronutriments, etc., que vous connaissez tous. Biologie, les mécanismes biologiques cellulaires. C'est la psychologie de la nutrition qui analyse le comportement alimentaire de l'individu et du groupe. Elle met l'accent sur les questions telles que pourquoi manger de mou, comment choisissons nos aliments, et qui nous pose aussi la question comment se fait-il quand il y a un pot de Nutella à 1 €, les gens se battent pour les obtenir devant les magasins. Hein, ça nous interroge aussi au point de vue sociétal. Et puis c'est l'aspect socio-anthropologique, hein, les facteurs environnementaux, tels que l'environnement construit, les médias, la politique de santé, qui n'est d'ailleurs pour l'instant qu'une politique de soins, hein, ce n'est pas une politique de santé, parce que je vous rappelle au demeurant que la santé, c'est la prévention plus les soins. Hein, et qu'à l'heure actuelle, nous médecins, nous faisons essentiellement du soin, mais nous ne faisons quasiment pas de prévention. D'ailleurs, vous avez vu que Jean-Pierre Goulet, ce matin, a rappelé la nécessité de la prévention. Alors voilà, hein, encore, on s'amuse de temps en temps. Hein, voilà. Bien sûr, parce que la pomme, là, elle est très belle, elle est brillante, il n'y a pas une tache dessus, tout va bien, mangez tranquille, braves gens, la vie est belle.
Alors la chaîne trophique, pourquoi je vous parle de ça? Parce que nous avons un monde aquatique, le monde terrestre, et puis d'un côté les différentes sortes de poissons, hein, le monde aquatique, de l'autre côté les animaux et les plantes, et puis vous avez les éléments autotrophes, hein, c'est-à-dire ceux qui sont capables de se développer sur des minéraux, hein, et qui vont permettre le développement des phytoplanctons, qui va en permettre de faire les zooplanctons, les poissons herbivores, les poissons carnassiens, et ça va arriver dans notre assiette. Et de l'autre côté, les plantes, les animaux herbivores, omnivores, les humains. Et puis, le monde aérien, les particules fines, les rayonnements ionisants, et dans l'air, on retrouve les xénobiotiques. Xénos, je vous rappelle, c'est étranger, bioslavie, c'est-à-dire les xénobiotiques, ce sont les produits chimiques que l'on a mis sur la planète et qui n'existaient pas avant le début de la chimie organique et la chimie minérale de synthèse qui a commencé à se développer au milieu du 19e siècle. Voilà, et dont sortent les pesticides, les bisphénols, les phtalates, les métaux lourds, etc. Et puis, ils sont aussi dans l'eau et dans les sols, et ça se concentre dans notre alimentation, et ça finit dans notre assiette. Alors, l'évaluation nutritionnelle des aliments, vous les connaissez aussi bien que moi, les constituants bénéfiques, hein, nutriments, glucides, lipides, protides, les micronutriments, les vitamines, les minéraux, etc. Pour les plantes, ce n'est pas protides, glucides, lipides. Les plantes, c'est NPK, hein, azote, phosphore, potasse. Et puis, les constituants indésirables, c'est les pesticides, les nitrates, les métaux lourds, les plombs, le cadmium dont on parle de plus en plus parce qu'on va y revenir, le mercure, l'arsenic, etc. Et puis, tous les additifs chimiques. Alors, il faut parler aussi des radicaux libres du stress oxydatif, parce qu'on nous parle beaucoup du stress oxydatif. Hein, ce qu'on appelle, c'est les espèces réactives à l'oxygène, hein, les ROS, dans les publications. Hein. L'exemple, c'est la molécule de dioxygène qui gagne un électron lors de la respiration cellulaire, hein, et ça donne un radical superoxyde. Et ce radical n'a de cesse de récupérer un autre électron pour retrouver l'équilibre. Et in fine, lorsque ce mécanisme-là se produit, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne le stress oxydant ou le stress oxydatif, hein, qui est très péjoratif pour la santé. Et il est majoré par l'exercice physique intense. Donc méfiez-vous pour vos patients qui, à 45 ans ou 50 ans, se mettent à s'entraîner pour faire le marathon ou le semi-marathon, alors qu'ils n'ont jamais couru, parce qu'ils génèrent un stress oxydatif colossal, et il faut les surveiller comme le lait sur le feu, parce qu'ils vont vous sortir n'importe quelle pathologie. Alors l'ozone, les produits chimiques, le tabac, l'alcool, les rayons X, etc. Mais dans la nature, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, hein, c'est comme la nuit et le jour, il y a toujours le crépuscule et, comment dirais-je, l'aube. Et puis, ils ont un rôle quand même dans la lutte contre les bactéries et les virus. Donc, les radicaux libres. Alors, ça va nous amener à penser aux piégeurs. Ils sont produits par notre organisme, mais ils se trouvent aussi dans notre alimentation. Alors, vous les connaissez aussi, mais on va les passer rapidement. Vitamine A, vitamine C, voilà, vitamine D, poisson gras, harengs, maquereaux, sardines. Bon, là, juste un petit aparté par rapport à ce qui a été dit précédemment. Je vous assure que manger du thon, s'il y a du mercure dedans, ce n'est pas favorable. Pour la petite histoire, il y a 6 ou 7 ans, j'avais aidé l'URML Océan Indien à La Réunion pour faire des dosages, et j'avais fait faire des dosages de mercure dans les poissons, marlin, espadon, thon. Il fallait manger un steak de 87 grammes de marlin pour dépasser la dose toxique en mercure sur une semaine. Et je peux vous dire, et c'était 120 grammes d'espadon et de thon. Donc, quoi qu'on en dise, ce n'est pas favorable. Alors, une fois par an peut-être, mais méfiez-vous quand même. Hein, parce que là, vous connaissez, et en plus, pour la petite histoire, savez-vous que le mercure est 2 fois plus toxique aux États-Unis qu'en France? Parce qu'on est bien plus laxiste que les États-Uniens. Hein, quand on regarde les normes, on est beaucoup plus laxiste. On a la norme, je ne l'ai plus en tête là, mais elle est 2 fois différente que celle des États-Unis. Ça veut dire que les États-Unis, pour une fois, font mieux que nous. Voilà. La vitamine E, on en a entendu parler, l'huile d'olive, l'huile de colza, etc. Vitamine K, le sélénium, hein,
et puis que vous retrouvez dans les céréales, hein, mais dans les céréales, naturellement, on verra ça tout de suite, mais tout à l'heure, mais on voit aussi le cadmium qui est un facteur émergent colossal. Donc, voilà, on trouve ça dans notre alimentation et heureusement, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que déjà, il faut diversifier au maximum son alimentation. Alors les piégeurs, on a les caroténoïdes, hein, que l'on retrouve, c'est les lycopènes dans les fruits et légumes rouges, les lutéines dans les fruits ou légumes jaunes ou verts, et puis la zéaxanthine dans les feuilles vertes. Alors vous voyez, je vous ai mis les éléments. Donc là, il faut manger été, hiver et printemps. Il faut manger les fruits et légumes de saison en les variant au maximum. Les flavonoïdes, hein, brocolis, épinards, haricots, betteraves, etc. Donc diversifiés. Et puis le vin rouge, naturellement, les anthocyanes, mais le vin rouge quand il est bio, hein, qu'on s'entende. Il y en aura, je pense, ce midi. Voilà. C'est possible, oui. Les oméga 6 et les oméga 3. Le professeur Son nous a parlé des oméga. Hein. Voilà, alors, c'est des polyinsaturés, les voilà, hein, en chair et en os, si j'ose dire. L'oméga 6, l'oméga 3, et alors, c'est le rapport qui compte, ce n'est pas uniquement l'un. Alors, pour la plupart des pays occidentaux, le ratio oméga 6 sur oméga 3 se situe entre 10 et 20, alors que l'idéal, ce ne serait pas dépasser 4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut changer notre alimentation et introduire plus d'oméga 3 pour avoir un meilleur rapport. Et ça, c'est important. Alors, les produits les plus riches en oméga 3, produits de la mer, hein, foie de morue, il faut s'en méfier, vous imaginez pourquoi, le saumon, le thon, l'espadon aussi. Il faut prendre plutôt des petits poissons hein, qui sont bas dans la chaîne alimentaire, hein, et donc ça ne s'est pas concentré dans la chaîne alimentaire. Hein, voilà. Et puis, les animaux terrestres, les poules bio, les œufs de poules bio, et puis vous voyez, je vous parle des œufs bleu blanc cœur. Hein, c'est dommage que la structure bleu blanc cœur n'ait pas voulu faire du bio. J'en avais parlé il y a quelques années à un des directeurs, mais ils n'étaient pas partants pour faire du bio, tant pis, dommage. Voilà. Et puis les graines, huile de colza, huile de lin, les fruits à coque, hein, noix et surtout noisettes, amandes, noix à cajou, hein, les huiles de noix, de soja, germes de blé, riches en oméga 3. Voilà. Et puis, dans les légumes, il y en a peu, mais ça n'empêche qu'il faut quand même manger des légumes. Alors, l'intérêt des oméga 3, alors là, je ne vais pas vous détailler, mais je vous ai mis quelques publications hein, qui montrent toutes hein, l'intérêt des oméga 3. Hein. Intérêt, justement, pour le diabète, pour se protéger contre l'avenue du diabète et des pathologies cardiovasculaires. Supplémentation en curcuma. D'ailleurs, je vous invite à utiliser souvent le curcuma dans vos cuisines et dans vos woks quand vous ferez des woks très rapides et ça ne prend pas 3 heures pour se faire un repas. On en reparlera peut-être si j'ai le temps. Et puis, réduit la résistance à l'insuline. Voilà. Les oméga 3, résultats cardiovasculaires, cette publication de 2019 montre que les résultats sont fabuleux. Voilà. Oméga 3, origine marine, prévention des maladies cardiovasculaires, c'est pareil, etc. Vous voyez que, allez-y sur les comment dirais-je, très intéressante celle de 2017, là de Constantini, c'est l'intérêt des oméga 3 sur le microbiote colique. Voilà, et puis les acides gras insaturés, l'inflammation, donc ça diminue l'inflammation et ça stimule l'immunité. Donc vous voyez que tout ça c'est bien parce qu'on a de quoi se défendre. Mais depuis 50 ans, l'industrie agroalimentaire s'est mise à faire des aliments ultra transformés. Alors, c'est une opération, comme c'est écrit, industrielle, qui consiste à décomposer, je vous montrerai tout à l'heure, un grain de blé pour avoir des éléments séparés qu'on va rajouter dans les alimentations pour faire tel ou tel effet. Et vous verrez les effets. Explosion des maladies chroniques et concomitante à l'hyperindustrialisation de l'alimentation. Alors, on a les produits de cracking qui vont donner des huiles hydrogénées, des protéines hydrolysées, du gluten, des isolats de protéines de soja, des maltodextrines, du sucre inverti, lécithine de soja, amidon de riz, sirop de glucose.
hein. Et quand vous avez dans un produit industriel 5 de ces produits-là, eh bien, vous pouvez le considérer comme à ne pas avaler et à ne pas manger, et surtout ne pas acheter, hein. Et on va voir comment ça se passe. Vous voyez, par exemple, cracking des grains de blé, eh bien, on va craquer l'amidon et ça va donner sirop de glucose, des maltodextrose, dextrine, je veux dire, des dextroses, des polyols, des sorbitols, des mannitols, etc., etc. Des colorants, des caramels colorants. Et puis les protéines, 2 sortes de protéines dans le blé, c'est les protéines cytoplasmiques et les protéines de réserve. Cytoplasmiques, ça va nous donner albumine et globuline. Et puis les réserves, c'est le gluten, hein, qui vont nous donner la gliadine et le gluténine. Gliadine, c'est utilisé pour que le pain gonfle. Et la gluténine, c'est pour éviter que les bulles n'éclatent. Vous voyez, c'est intéressant. Comme ça, on va avoir très rapidement du pain qui va lever. On va pas forcer le boulanger à se lever à 3 heures du matin pour faire gonfler son pain. On va rajouter gliadine et gluténine. Et puis les fibres, hein, de différentes fibres, et puis les germes. Et je vous note ça parce que j'en ai parfois eu ras-le-bol des allergies au gluten, hein. Eh bien, le règlement UE 41/2009, produit fini, mention sans gluten, teneur maximale en gluten de 20 mg kg. Ça veut dire que l'allergie telle qu'on la parle, l'allergie au gluten n'existe pas. Ce sont des intolérances, mais ça ne peut pas être parce qu'il y aurait simplement, ce serait de l'allergie, il n'y aurait qu'1 mg kg, eh bien, on pourrait déclencher une réaction allergique. Et très faible teneur en gluten, eh bien, c'est entre 20 et 100 mg kg. Donc, il faut, les gens qui viennent vous voir, les patients qui viennent vous voir en disant « j'ai une allergie au gluten », il faut les prendre dans le bon sens et leur faire comprendre que ce n'est pas vraiment une allergie, que c'est peut-être une intolérance et qu'on va pouvoir maîtriser ça dans le calme, sans s'énerver et sans... Voilà. C'est important. Alors, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, vous allez voir, c'est assez extraordinaire, hein. Ça fait des texturants, des colorants, des exhausteurs de goût, des stabilisants, des conservateurs, des édulcorants, des épaississants. Tout ça, vous avez ça sur les étiquettes, hein. Voilà. Des antimoussants, des anti-agglomérants, des émulsifiants, des séquestrants, des agents de glaçage, des agents humidifiants. Comme si on avait besoin de ça pour faire de l'alimentation. On va revenir. Dans quoi les trouve-t-on? Margarine, pâte à tartiner, saucisses et charcuteries industrielles, hamburgers, hot dogs, nuggets, yaourts parfumés, biscuits, pain de mie. Alors les enfants à qui vous donnez des pains de mie tous les matins, je veux dire, voilà. Bref, des barres énergétiques, des glaces, des préparations instantanées en poudre, les sauces, les plats industriels, boissons laitières et ou fruitées, les plats préparés pour bébés, bah oui, puisqu'on parle de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc vous voyez, on est dans un monde de fous. Et j'instruis pas à charge, hein, je vous assure, hein. J'ai aucun intérêt, hein, et j'instruis pas à charge. Alors on va passer quelques aliments comme ça. Poisson, vous avez eu une colonne pas ou peu transformée, normalement transformée, ultra transformée. Eh bien, poisson frais, poisson en conserve, comme les sardines à l'huile, et puis les nuggets de poisson. Viande rouge, steak à griller, charcuterie artisanale, steak haché surgelé, charcuterie industrielle. Steak à griller, méfiez-vous, vous savez que la réaction de Maillard, qui donne ce bon goût, etc., eh bien, ça produit de l'acrylamide. Donc, il ne faut pas manger, griller tout le temps, ce n'est pas le bon plan. Et les barbecues l'été, ce n'est pas toujours non plus le bon plan. Viande blanche, poulet rôti, confit de canard, et puis nuggets encore de poulet. Le blé, farine complète, pain artisanal, pain de mie industriel. Le riz complet ou semi-complet, pâte de riz soufflé au chocolat. Voilà, pommes de terre, eh bien, vous avez les chips, hein, reconstitués, et puis maïs, hein, vous avez les cornflakes, les légumes, vous avez les soupes déshydratées, les cubes, les conserves, et puis les jus de fruits reconstitués. Alors, rien quand on regarde ça, l'alimentation de nos enfants, plus de nuggets, hein, plus de charcuterie industrielle, plus de steak haché surgelé, plus de nuggets de poulet, pas de pain de mie industriel, pas de riz soufflé au chocolat, etc., pas de chips, pas de cornflakes, hein, et puis le verre de jus de fruits industriel qu'on oblige à prendre tous les matins, se disant c'est bon de prendre ça, mais pas du tout. Il suffit d'acheter des oranges et puis presser l'orange et manger la pulpe, hein, qui sera utile pour apporter des fibres.
Donc vous voyez qu'on a une alimentation qui marche sur la tête. C'est-à-dire qu'on fait tout pour rendre nos enfants malades, et nous-mêmes, hein, parce que Dieu sait si parmi vous, je suis sûr qu'il y en a qui prennent des cornflakes ou qui boivent leur jus d'orange industriel tous les matins. Voilà, tout va bien, on continue ou on arrête là? On continue. Tiens, il y a un défaut là, ça reprend, c'est pour vous montrer que c'est vraiment grave, quoi. Voilà, ça va passer. Alors, les processus de fabrication sont importants, les variétés et les génotypes des plantes. Depuis la Révolution verte des années 60, c'est-à-dire, vous savez, la Révolution verte, les Américains sont venus pendant la guerre de 40 avec les tanks, les chars, etc., pour nous sauver, et heureusement. Ils sont repartis avec leurs tanks, mais ils sont arrivés avec le machinisme agricole qui était déjà très développé aux États-Unis, c'est-à-dire les gros tracteurs, etc. Ce qui a fait qu'on a fait la révolution verte, c'est-à-dire on a supprimé les haies, on a bouché les mares, on a bouché les marnières et on a fait de l'agriculture intensive. Et à ce moment-là, eh bien, on a mal pensé le monde parce qu'on s'est dit qu'il faut faire de la quantité. Parce que comme on a été privé pendant la guerre, il faut faire de la quantité. Et on a privilégié la quantité par rapport à la qualité. Eh bien, je vous assure, quand on fait de la quantité par rapport à la qualité, eh bien, on a des aliments qui sont pauvres nutritionnellement. Donc, voilà où a commencé, c'est par la Révolution verte, et on en suit encore les problèmes. Et on verra ce que ça a donné en termes de plantes. Hein. Donc, ça va déterminer les stades de récolte, les conditions de conservation, les problématiques de cuisson et de transformation, et ça va arriver à l'alimentation. Et tout ça, ça a des facteurs, voilà, qui vont pouvoir avoir des impacts pendant toute la chaîne alimentaire du semis jusqu'à dans notre assiette. Je développerai peut-être tout à l'heure si on me laisse le temps. C'est pas sûr, ouais, mais on verra. Donc, c'est important d'avoir cette idée-là en tête, et on va voir maintenant les processus de fabrication. Alors, j'ai déjà abordé la qualité des sols, hein, tout à l'heure. Eh bien, un sol pauvre, eh bien, peut faire que des plantes pauvres et qui seront malades et qu'il faudra traiter. Les assolements, alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les assolements, mais les assolements, c'est la période pendant laquelle une même plante revient sur une même parcelle. Eh bien, au début du siècle dernier, l'assolement était de 7 ans. Hein. C'est-à-dire qu'une même plante ne revenait qu'une fois tous les 7 ans sur la même parcelle. Pourquoi? Parce qu'on s'était aperçu que la pomme de terre, le poireau, le colza, le blé ne pompent pas la même chose pour se nourrir. Et donc, il fallait laisser le temps aux plantes, au sol de se régénérer. Et surtout que le 7e jour, la 7e année, c'était l'année de Jachère. C'était calé sur la structure de la société, de la semaine, c'est-à-dire, on fait la pause le dimanche, quoi. Hein, voilà. Et donc, eh bien, on a fait des assolements de 5 ans, après de 3 ans, et maintenant, on voit du blé sur blé, on voit des... Voilà. Et donc, ça épuise d'autant plus les sols. Et donc, on est obligé de mettre des intrants, et puis de traiter, on en a déjà parlé, c'est l'agriculture intensive. Bon, en agriculture bio, eh bien, c'est pas du tout la même chose, hein, puisque on varie plus, et en règle générale, on est plus pertinent. On y reviendra tout à l'heure aussi. L'agriculture au sol, je vous ai dit ce que j'en pensais, hein, et puis les variétés de semences, on va y revenir. L'élevage intensif, hein, pareil, au début du siècle dernier, quand on mangeait du bœuf, c'était des bœufs de 5 ans ou de 7 ans. Maintenant, c'est des bœufs de 18 mois. Hein. Donc, voilà. Encore, on a la chance qu'ils ne soient pas poussés aux hormones en France, mais aux États-Unis, c'est comme ça. L'élevage hors sol, c'est pareil. Et puis, la sélection des races. Hein, on a perdu énormément de races tout à fait pertinentes. On essaie de les retrouver. Alors, pour vous donner une idée, c'est qu'il y a à peu près 30 000 espèces de plantes comestibles. Uniquement 3 000 sont utilisées, 30 en moyenne. Et les 4 piliers sont le blé, le riz, le maïs et le soja. Donc vous voyez qu'on a perdu une diversité qui nous apportait des éléments, des antioxydants, etc. différents. On a perdu ça. Et en plus, quand on sait que maintenant, les patients en plus mangent très peu de légumes, très peu de fruits, hein, et surtout des produits ultra transformés, on imagine bien que la santé n'est pas bonne.
Érosion génétique, 3/4 de la diversité génétique des cultures agricoles ont disparu en un siècle. Hein. Et je vous donne un exemple. Cette perte de diversité entraîne une diminution de la qualité nutritionnelle, en vitamines, vous avez compris. Mais surtout, je vous donne un exemple. C'est une pomme, hein, la transparente de Croncel des années 50. Il y avait 400 mg de vitamine C par pomme. Hein. Maintenant, la pomme golden, la belle, là que tout le monde, voilà, eh ben, c'est 4 mg de vitamine. Pourquoi? Parce que quand une plante, on lui demande de faire de la quantité, elle ne peut pas faire de la qualité. Hein. C'est comme si nous, on allait tous les week-ends en vacances, au bord de la mer, etc. Ben, on n'aurait plus d'argent pour se nourrir correctement. Hein. Donc, il faut penser à ça, c'est fondamental. Et varier les... Alors là, on va s'amuser un peu. William Saurin, j'ai rien contre, mais je vais vous montrer comment ça se passe. Procédé de fabrication. Haricots blancs précuits, 33%. Charcuterie, 22% et viande. Saucisses fumées, saucissons. Vous avez vu que je vous ai dit la charcuterie industrielle, c'est pas bon. Hein. Donc, mec de tête de porc, c'est marqué sur l'étiquette, hein, j'invente rien. Hein. Eau, gras de porc, viande de dinde, viande de porc, farine de blé, sel, fibres de pois, protéines de soja, couenne de porc, gélifiant E407, épaules de porc préparées en salaison, conservateur, stabilisant, voilà, diétriphosphate. Mais pas que ça. Dans les sauces, vous avez de l'eau, du saindoux, des concentrants de tomates, farine de blé, du sel, du sucre, des gélifiants, des farines de caroube, de gomme de goire, des arômes, voilà, des allergènes, hein, et puis des additifs. Cet additif trouvé, de la gomme de caroube, de la gomme de goire, bah, écoutez, voilà. Ça vous donne envie d'en manger? Ben, je ne les ai pas là, mais sur d'autres produits, j'ai exactement la même chose. Donc, c'est pour vous dire que je n'instruis pas à charge, hein, je regarde simplement ce qui se passe dans la vraie vie. Alors que c'est si simple de faire un cassoulet. Hein. On achète des haricots blancs, voilà. Mais c'est compliqué, ça prend du temps. L'île flottante, ce que certains appellent les œufs à la neige. Eh bien, regardez, hein, l'île flottante conventionnelle, hein, lait partiellement écrémé, de l'eau, du sucre, du caramel. Vous avez vu le caramel quand on fait craquer le blé. Hein. Du sucre, sirop de glucose, fructose, de l'amidon transformé, des pectines, des xanthines, des amidons, bref. Ben, ça fait plaisir d'acheter ça pour vos enfants. Hein. Et quand on regarde l'île flottante bio, ben, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a 55% de lait, il y a des œufs, du sucre de canne, de la vanille, voilà. Ingrédients de l'agriculture biologique, ou quand on le fait soi-même, c'est aussi bien que de l'acheter tout fait. Donc vous voyez que là, il y a un hiatus quelque part. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit, comment dirais-je, l'alimentation, c'est la pire et la meilleure des choses. Juste quand même, quelques publications pour vous montrer que le bio, ce n'est pas du pipeau, parce qu'on entend encore ça, et on entend encore ça chez nos confrères hein, et nos consoeurs. Donc, il y a un moment, il faut appeler un chat, et il faut arrêter de jouer. Lien entre fréquence et consommation d'une alimentation biologique et risque de cancer, eh bien, publication de Baudry et al. 2018 montre qu'il y a moins de cancer chez les gens qui mangent bio, et puis répercussions sur la santé des aliments biologiques et de l'agriculture, revue de la littérature 2017, eh bien, c'est sans appel, l'alimentation bio. Alors, vous allez me dire, c'est pas que ça, parce que quand on mange bio, c'est qu'on fait attention à soi aussi. Et quand on fait attention à soi, ben on fait attention à ce qu'on mange. Hein. Et donc, ça aide aussi. Donc, on fait attention à ce qu'on mange, et en général, comme on fait attention à ce qu'on mange, on fait attention aussi à notre activité physique. Donc, tout ça, c'est lié ensemble. Vous savez que, comme je vous disais tout à l'heure, on nous a séparé les disciplines, etc. On a oublié que le monde, c'était d'une complexité assez extraordinaire et d'une beauté. Et je ne sais pas si vous savez, mais complexe, ça vient du latin complexus, qui veut dire tisser ensemble. Et tout ça, c'est tisser ensemble. C'est-à-dire que quand on fait un effort d'un côté, on va en faire d'autres, et ça va être tissé ensemble, et ça va nous permettre d'être mieux.
Caractéristiques sanitaires et alimentaires des aliments biologiques, une publication plus ancienne qui montre exactement la même chose, j'aurais pu, voilà. Donc, en bilan, les aliments biologiques contiennent des niveaux plus de nutriments et de très faibles niveaux de pesticides et ont des effets bénéfiques sur la santé des consommateurs. Donc, voilà. On va me dire que c'est bientôt fini, non, c'est ça? Non. Voilà. Et les fruits et légumes procurent systématiquement des activités antioxydantes supérieures. Je vous montre ça, la teneur en oméga 3 en bio dans les produits laitiers, les différents pays, etc. Ben, vous voyez, la teneur en oméga 3, c'est sans appel, il y a en moyenne 68% de plus que du non-bio. Allez donc savoir pourquoi. Et moi, je sais pourquoi, et vous aussi maintenant. Et puis la même chose sur la composition entre l'ancienne EFSA, c'est-à-dire l'AFSA, et puis le Royaume-Uni. AFSA, ben, on montre qu'il y a, avec le bio, il y a quand même beaucoup plus d'intérêt alimentaire, les produits, les flavonoïdes, etc. Et je vous montre ça, ça va presque être la fin. Les pesticides, alors vous voyez, ben si, vous voyez bien. Donc en vert foncé, pas de pesticides. En vert clair, inférieur à 5 pesticides, de 5 à 7 cancérigènes, mutagènes, des CMR, reprotoxiques, en orange 8 à 10, dont des CMR et des PE, et supérieur à 10, en rouge, dont des CMR, des PE, voilà, supérieurs à la limite maximale des résidus. Je ne m'étendrai pas là-dessus parce qu'on partirait pendant une demi-heure sur ce que c'est que la LMR et comment elle est calculée, surtout en Europe. Donc vous voyez par exemple que dans 40 échantillons de pommes, il n'y a pas, pas se poser de questions. Pour les poires, on est beaucoup mieux en poire bio qu'en poire non bio. Pour les raisins, eh bien, vous voyez que bon, même s'il y a un petit peu dans le raisin bio comment dirais-je, des CMR, voilà. Et puis, ça n'apparaît pas, et puis les fraises. Donc, ça veut dire quoi en clair? Ça veut dire il faut manger du bio. Le bio, ce n'est pas à 100% sans rien, mais l'air que vous respirez, si on faisait une analyse de l'air ici, je peux vous dire, il y aurait du formaldéhyde, des phtalates, des bisphénols, etc., etc. Et on ne serait pas bien. Et peut-être même des insecticides, pour éviter les punaises. Voilà. Donc, contrairement à ce que disait le professeur Storm, il faut dire que tu sortiras de table que quand tu auras fini tes pesticides. Voilà. Alors, pour la conclusion. Ça va. Plus les aliments sont industriels et transformés, plus ils sont à fuir. Attention aux aliments trop salés, trop sucrés, trop gras, mais enfin ça, c'est le voile qui cache la réalité, et ça nous gonfle, voilà. Plus aucun récipient en plastique dans la cuisine, les tupperwares, etc., ça n'existe plus. Pas de casserole ni de poêle anti-adhésive. Pas de moule mou. Qui est-ce qui a des moules mous ici? Pas de moule mou, je suis désolé, vous le mettez à la poubelle. Enfin, voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a des composés perfluorés, vous savez, les fameux FAS. Les FAS, en fait, ça fait 30 ans qu'ils sont sur la planète. Mais là, c'est mis en exergue parce qu'il y a un moment... voilà, ça sort comme ça de temps en temps. Voilà, c'est comme le cadmium. D'ailleurs, vous avez vu dans la liste le pain, comment dirais-je, tous les produits du petit déjeuner des enfants, etc., faits à base de farine de blé, c'est plein de cadmium. On a le pape du cadmium ici dans la salle. Voilà. Quelques conseils: diversifiez votre alimentation au maximum, consommez bio, achetez les matières premières et transformez-les vous-même. Alors, combien de fois on m'a dit que c'était difficile? Écoutez, moi j'ai la chance d'avoir une épouse qui était médecin expert et nutritionniste. On a toujours mangé bio et c'est très facile. Il suffit d'acheter un wok en fonte de bonne qualité ou en inox et vous épluchez 3 légumes, vous mettez un peu d'huile d'olive à l'intérieur, vous mettez un peu de gingembre et puis quelques épices et vous coupez ça en petites lamelles
vous mettez 50 grammes de viande coupée en lamelles, vous cuisez ça mi-cru, mi-cuit, ça vous prend 10 minutes et vous avez un plat extraordinaire, très sain et qui est très, très digeste. Donc on ne peut pas me dire qu'on n'a pas le temps de cuisiner à l'époque où les gens travaillent en moyenne 35 heures par semaine. Consommez vos produits frais, juste lavés s'ils sont bio, rangez vos légumes dans le bas du réfrigérateur, conservez vos huiles, vos épices à l'abri de la lumière, préférez la cuisine al dente ou vapeur, hein, cuisine au fond, vous voyez, voilà. Et puis les vitamines, il faut en prendre. Conclusion, voilà, il ne faut pas compter sur ceux qui ont créé les problèmes pour les résoudre, donc à nous de jouer et bon appétit. Pas mal. Merci, docteur Spirou, pour cette belle intervention qui manquait pas d'humour, mais qui nous fout la trouille un peu quand même. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des questions à poser? Pas de questions, si. Si, il y a une question, ça va venir. Ça a été? Alors, bonjour à tous. Moi, c'est plus un témoignage et une proposition. Laurence Henriot, je suis agricultrice bio à côté de Nuit-Saint-Georges. Je suis présidente du réseau Bio-Bourgogne-Franche-Comté. Donc forcément, j'adhère complètement à tous les arguments développés par le docteur Spirou et j'en suis pleinement convaincue. Pour moi, l'agriculture biologique, ça reste l'agriculture la moins chère aujourd'hui, contrairement à ce qu'on veut nous faire entendre. En effet, l'agriculture conventionnelle, les prix peuvent paraître très bas, et c'est sans compter tous les effets cachés de l'agriculture conventionnelle. Donc, je pense notamment à la détérioration de la biodiversité, à la pollution de l'eau, et c'est des coûts énormes qui, si on voulait vraiment être juste, devraient être ajoutés au prix du produit conventionnel. L'agriculture bio, c'est vraiment le produit le moins cher. Alors, j'ai une proposition. À l'occasion de notre dernière Assemblée Générale, nous avons fait intervenir le docteur Jean-François Deleume, qui est porte-parole de l'association Alerte Médecins Pesticides. Il nous a redit un petit peu tout ce que le docteur Spirou nous a exposé là aujourd'hui. Et en fait, il y a 1 mois et demi à peu près, ils ont lancé un appel en lançant le concept Une Santé, et notamment en promouvant l'ordonnance verte, puisque donc on l'a déjà vu ce matin, la période de grossesse et les premières années de la vie du jeune enfant sont vraiment très très importantes, et une femme devrait pouvoir se nourrir le plus bio possible pour assurer la bonne santé de son enfant. Et à travers les ordonnances vertes, c'est vraiment un moyen que les services publics ont aujourd'hui, enfin que beaucoup de structures peuvent avoir pour vraiment favoriser la bonne santé de tous. Et donc, j'invite toutes les personnes qui sont intéressées à me contacter par après, puisque notre structure, Bio-Bourgogne-Franche-Comté, on est vraiment là disponible pour travailler cette... je trouve que c'est une chose qui est vraiment très positive et qui amène beaucoup de bienfaits pour notre santé et notre société, aussi avant tout, puisque l'agriculture biologique protège notre santé et protège notre environnement. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on travaille ensemble pour développer l'agriculture bio et le repas bio auprès d'un plus large, le plus de personnes possible, quoi. Merci. Merci pour cette intervention. Je ferai 2 remarques. La première, c'est que effectivement, l'agriculture intensive et l'élevage intensif ont des coûts externalisés colossaux, à la fois en termes environnementaux, et qualité de l'eau, etc., mais aussi en termes de pathologie, parce qu'on ne veut pas encore admettre que les pathologies environnementales existent. On en parle encore pudiquement de pathologie chronique, mais pathologie chronique, c'est une dénomination d'arrière-grand-papa, quoi. Maintenant, il faut parler des pathologies environnementales, parce que les pathologies que l'on a à l'heure actuelle, elles viennent de l'alimentation et de l'environnement dans lequel on vit. Ça, c'est le premier point. Quant à l'alimentation pour la femme enceinte, bien sûr, mais une fois de plus, même les 1000 jours, et j'y reviendrai peut-être, je ne me souviens plus si j'en parle dans mon intervention de ce soir, les 1000 jours, c'est encore trop restreint. Quand on construit une maison, on fait des fondations solides. Les fondations solides, c'est quoi pour avoir un enfant? C'est des parents qui soient en bonne santé. Parce que quand vous êtes à 2 ans avant une grossesse et que vous avez plein de, comme je vous montrerai cet après-midi, de pesticides, de xénobiotiques, etc., c'est pas parce que vous allez manger bio pendant la grossesse, ça sera un peu mieux que de ne pas le faire, mais il faut anticiper.
Et la période de 1000 jours n'anticipe pas suffisamment, hein, parce qu'on devrait élargir cette affaire-là. Donc, oui, bien sûr, il faut aider à l'alimentation bio pour les femmes enceintes, mais pas uniquement pendant la grossesse, hein. Et je vous parlerai aussi de la nécessité de réelles consultations préconceptionnelles, mais longtemps à l'avance, pour avoir des couples en pleine santé, pour faire des enfants en pleine santé. Oui, je m'excuse, je voulais juste rajouter sur l'ordonnance verte qui a été lancée à Strasbourg, et toujours Pierre Souvé, le pape du cadmium. Dans le bio, il y a 48% de cadmium en moins. Il faut que vous le disiez aussi, il n'y a pas que des pesticides en moins. Ça a été lancé par le Strasbourg, donc ici on a Pascal Mévert qui est médecin à l'URPS de Strasbourg, qui pourra vous en parler. Et c'est très bien parce que, c'est associé à une formation des gens, ils ne viennent pas juste chercher leur panier. Ils ont une sensibilisation sur les perturbateurs endocriniens. Et 2, ça peut être distribué dans les cabinets médicaux. Les maisons médicales, certaines distribuent eux-mêmes le panier bio, ce qui veut dire un double engagement. Donc Pascal, peut-être tu peux rajouter quelque chose ? Merci Pierre pour ce complément. Oui, donc Pascal Mévard, médecin généraliste et responsable de la commission santé environnementale de l'URPS Grand Est et aussi au niveau de la CN, donc au niveau national, CN-URPS. Donc effectivement, sur Strasbourg, il y a aussi des chèques, hein, qui sont proposés pour que donc les femmes enceintes puissent aller s'approvisionner. On leur donne aussi la liste donc, des producteurs participants. Et donc, voilà, il y a un financement de la ville de Strasbourg qui se fait pour que justement la différence de prix aussi ne soit pas un frein. Merci. Personnellement, j'aurais aussi une petite question à vous poser. L'impact de cette alimentation qu'on a aujourd'hui sur les maladies comme l'endométriose. Ah ben, c'est net, hein, c'est-à-dire que les perturbateurs endocriniens vont favoriser le développement de l'endométriose. Hein. Cette pathologie qui a été niée ou déniée pendant des années où on disait aux femmes c'est normal d'avoir mal au ventre quand vous avez vos règles ou après les règles. Eh bien non, c'est une vérité. Hein. Les perturbateurs endocriniens sont à 99% œstrogénisants. Hein, et quand ils ne sont pas œstrogénisants, ils sont anti-androgéniques. Donc ça veut dire que la balance va toujours vers l'œstrogénisation, et cette œstrogénisation va favoriser justement le développement de l'endométriose. Il y a des publications qui ont été faites sur des mammifères, sur des rats, etc., qui montrent que l'endométriose, ce n'est pas une vue de l'esprit, et en particulier l'endométriose grave qui est diffusée dans tout l'abdomen, c'est un vrai problème de société. Et c'est un vrai problème de société, pourquoi ? Parce que pour l'instant, on les traite avec de la pilule. Et je vous ferai remarquer que la pilule, sauf quand c'est pris comme un médicament, où on évalue le bénéfice-risque, la pilule, eh bien, c'est un perturbateur endocrinien. La pilule, c'est un beau perturbateur endocrinien qui bloque l'axe hypothalamo-hypophysaire-gonadique. Il faut appeler un chat un chat. Je peux vous raconter une histoire. C'est que la première fois où j'ai osé dire ça à un colloque à l'URPS de Marseille, eh bien, des gynécologues ont mis les poings sur la table, des femmes gynécologues, dit mais quoi, tu préfères les IVG? J'ai dit c'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut savoir appeler un chat un chat. Quand on dit que le mercure est pathogène, il est pathogène. C'est pas que je suis pas contre le mercure. J'appelle et la pilule, c'est un perturbateur endocrinien. Donc voilà. Et ces problématiques-là, c'est fondamental, hein, parce que sinon, il y a le loup qui se cache derrière la forêt. Donc, on appelle un chat, et puis après, on sait ce qu'on fait. Hein, et surtout, nos patients et nos patientes savent ce qu'on fait. Hein. Et je vous en parlerai peut-être cet après-midi, je ne me souviens plus si j'en ai parlé, mais il faut bien différencier les pollutions connues, choisies, style tabac, alcool, etc., des pollutions inconnues, subies. Celles des xénobiotiques, des produits chimiques, etc. C'est deux mondes différents. On a le droit de sauter du 5e étage et de se suicider. On sait que quand on va sauter du 5e étage, on va être malade. Hein.
Donc voilà, donc il faut faire des différences comme ça, parce que sinon on met tout et on nous rabâche tout le temps, ben oui mais regardez ce que ça donne le tabac, regardez oui, mais quand vous portez un jean que vous n'avez pas lavé et que quand vous savez que dans le premier eau de lavage d'un jean vous avez plus de 100 molécules toxiques, ça vous fait réfléchir, mais personne ne le sait. Il faudrait mieux que ce soit marqué sur le jean, quoi. Hein, voilà. On va s'arrêter de poser des questions parce que vous nous faites la trouille quand même. Pardon. Ça fait peur quand même. Hein. Ben, je dis que ce qui se passe dans la vraie vie. Clémentine, c'était juste pour donner une information en plus, pour rebondir par rapport aux interventions précédentes sur l'ordonnance verte. Alors effectivement, on a bien regardé ce qui s'est fait au niveau de Strasbourg. On ne s'est peut-être pas présenté. Émilie Guillemin, je suis chef de projet nutrition santé et périnatalité à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Juste pour information, hein, c'est des expérimentations qu'on regarde de près et qui vont avoir la chance de démarrer prochainement sur certains territoires de Bourgogne-Franche-Comté avec une distribution de paniers bio aux femmes enceintes, avec la sensibilisation, hein, comme il a été dit, pas juste distribuer. Après, c'est plutôt long à mettre en place parce que ça demande un lien entre les producteurs, les professionnels de santé. Mais voilà, c'est des choses auxquelles on travaille. Il y a déjà 2 territoires identifiés dans la région et c'est avec des soutiens ARS, mais également DRAF, hein, Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, et puis d'autres partenaires. Mais voilà, on va aussi développer ça dans la région et on espère que ça va se déployer. Mais comme vous le disiez, les femmes enceintes, c'est une seule porte d'entrée, mais c'est déjà un premier pas. Et puis on va également regarder des projets d'expérimentation de sécurité sociale alimentaire avec des distributions de chèques alimentaires pour permettre au plus grand nombre d'accéder à une alimentation de qualité et de préférence de produits bio. Donc c'est des choses qui se travaillent, ça prend du temps, mais on a ces initiatives-là dans la région. Super, c'est une vraie bonne nouvelle, ça. Hein. Merci. Tout ça, c'est en train de germer sans engrais et sans pesticides, c'est magnifique.